Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, on reçoit pour toutes ces questions Jean-Dominique Michel. Il est beau, il est venu de Suisse avec une chemise bleue. Nous sommes mardi 18h34, nous sommes donc en direct. Il fait chaud. Et je suis très content de vous avoir ici parmi nous. Bonjour Mike, moi aussi je suis très heureux d'être là. Vous avez juste oublié, il a beaucoup de cheveux. Mais... Oui. Alors, pourquoi ce livre, La fabrication d'un désastre, après Autopsie d'un désastre, est-ce que ça ne suffisait pas? Il fallait encore dire des choses manquaient? Eh bien oui, vous savez que la démarche de connaissance, c'est se poser des questions. Les premières questions qu'il fallait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait tout à l'envers de ce qu'on savait devoir faire? Alors ça, le grand public ne le sait pas, étant donné que les médias et les politiciens et les experts corrompus n'ont cessé de dire « on a fait ce qui était prévu », c'est faux. Il suffit d'aller voir dans le plan pandémie de l'OMS en 2019 qui disait « il faut surtout pas confiner, il faut surtout pas fermer les frontières, il faut surtout pas faire porter des masques, il faut surtout pas des couvre-feux et tout le reste ». Donc, première étape, c'est l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on a fait de faux? Et en l'occurrence, on a à peu près tout fait faux. Mais ça amène à un autre bouquet de questions. Qu'est-ce qui a rendu possible, non seulement qu'on mette en échec tout ce qui était prévu dans les plans pandémie, mais qu'en plus, on fasse passer ce qu'on savait être faux comme étant ce qu'il fallait absolument faire? Et qu'est-ce qui fait notamment que les journalistes n'ont pas fait leur travail, que les politiciens n'ont pas fait leur travail, parce que le rôle d'un parti, quand le gouvernement dit « il faut absolument faire ça », c'est de dire « mais en êtes-vous sûr ? Est-ce que c'est ce qui était prévu ? Est-ce que les experts sont d'accord ?» Et qu'est-ce qui fait que mes collègues en santé publique n'est pas, comme je me suis hasardé à le faire, souligner, mais attendez, on est complètement à l'envers du bon sens. Donc oui, il me semblait qu'il y avait d'autres questions intéressantes vers lesquelles il fallait aller, et notamment, comment est-ce que tout ça a pu se produire? Est-ce que ça a été organisé? Est-ce que ça a été prévu? Est-ce que c'est juste le résultat de la médiocrité ou du hasard? Ou est-ce qu'il y avait d'autres intentions derrière? Et donc, c'est l'aventure dans Quelle est la laquelle je me réponse suis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce que... Parce qu'on voit ces élites aussi, parce qu'on se rappelle de ce que disaient les Véran, de ce que disaient par exemple les Castex, surtout les Castex, parce qu'il fallait se mettre debout, assis, couché, on ne sait plus. On avait l'impression qu'ils étaient un peu nuls. Mais est-ce que, en fait, ces gens-là, est-ce que ces gens-là étaient vraiment les décideurs pour le coup? Alors, il y a vraiment deux volets dans la réponse à votre question. Le premier, c'est que, et là encore, j'envoie tout le monde au plan pandémie qui ont été mis sur pied au cours des 20 dernières années. On sait que la meilleure et la seule manière de bien gérer une pandémie respiratoire, c'est de laisser les médecins traitants soigner les patients avec les moyens du bord, les molécules dont ils disposent, et de perturber le moins possible le fonctionnement de la société. Ça, c'est le constat évident, c'est l'état de la science. Et donc, première question, qu'est-ce qui fait qu'on a pu substituer à ça tout un ensemble de mesures qui étaient absurdes et connues de longue date pour être destructrices? Et là, l'hypothèse de la médiocrité ou de la maladresse ne suffit pas. Je prends une métaphore. Imaginons qu'il y a un gros accident nucléaire, un nuage radioactif qui ne s'arrête pas à la frontière, et puis on sait qu'il faut se planquer dans les abris et donner de l'iode à la population, et là le gouvernement dit « Attendez, l'iode est très dangereuse, elle tue beaucoup de monde, et il faut surtout pas aller dans des abris, il faut se rassembler sur la place publique et faire boue, vilain nuage, pour le faire partir. » Non mais vous voyez le degré de délire dans lequel on serait. Et toute proportion gardée, pour quiconque connaît la science épidémique, c'est exactement le cas de figure dans lequel on est allé. Donc non, ça peut pas être le fruit du hasard ou de la maladresse. Et d'autant plus que ça a été systématique et que d'emblée, tous les experts qui ont osé rappeler la bonne science se sont fait tirer dessus à boulet rouge. Et puis, deuxième volet, vous êtes bien placé pour le savoir, normalement, le jeu scientifique, politique et médiatique, c'est le débat d'idées. C'est fait de confronter les idées, de s'inspirer des expériences qui se passent ici, là ou ailleurs. Et là, rideau de fer qui est tombé sur nos sociétés au mois de mars 2020, tous ceux qui osaient questionner les décisions politiques étaient de dangereux opposants, des dissidents, des complotistes, des extrémistes, puis des antisémites. Donc on a vu tomber, et vraiment c'est l'expression qui me vient à l'esprit, un rideau de fer, et on se doute bien que ça ne tombe pas par hasard. Et quand on creuse dans les données, parce que tout est accessible, ce que j'ai fait dans ce livre, on voit qu'il y a eu des répétitions générales mises sur pied par tous ceux qui étaient aux commandes. Donc Anthony Fauci, qui est le principal responsable sanitaire aux États-Unis, Bill Gates, qui a pris le pouvoir sur la
Santé mondiale, Tedros qui est à la tête de l'OMS, la presse, les médias, les gouvernements, pour faire une répétition générale de ce truc-là et dire on va confiner toute la population en attendant l'injection qui est le seul antidote possible. Et puis, étant donné que les gens vont protester en disant mais c'est pas ça qu'il faut faire, on va traiter ça comme de la désinformation en faisant passer ceux qui disent ça comme de dangereux complotistes. Donc ça a été répété d'année en année au cours des 10 dernières années, et après vous avez des gens comme Bill Gates, j'ai trouvé une de ses interviews à MSNBC récemment, où il dit mais on s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait des protestations, on a été pris par surprise, alors que ça fait 10 ans qu'il le répète d'année en année. Et là, évidemment, la seule conclusion possible, c'est non, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. De nouveau, ils l'ont prévu, préparé, répété et mis en œuvre, et avec beaucoup de succès. Moi, il y a une question que je me pose, surtout vis-à-vis des gens qui ne sont pas de nos milieux, par exemple de nous cinq. Est-ce que la masse de la population n'a pas pris cet événement et se l'est enfoui au fin fond du cerveau pour essayer d'oublier ? Oui. Exactement. Et d'où mon livre, parce qu'en même temps, c'est naturel. On a vécu de tels traumatismes, on a été tellement soumis à des choses qui étaient brutales de la part de nos autorités. Mais en même temps, quand on a fait croire aux gens que c'était ça, la seule manière d'être un bon citoyen, de se protéger, de protéger les gens qu'on aime, de protéger les personnes âgées, de faire sa part, les gens ont pris sur eux. Et quelque part, d'une manière méritante, sauf qu'ils n'étaient pas du tout conscients qu'ils participaient à quelque chose qui était totalement inutile. Comme, si je reprends le nuage radioactif, c'est comme s'ils disaient, il faut tous aller sur les places publiques en prenant du Dafalgan. Donc, ils ont été piégés là-dedans, et je pense que effectivement, c'est compliqué, parce que quand on se fait piéger comme ça, il y a quand même une part de la conscience qui n'est pas à l'aise, qui, sans que ça soit conscient, c'est infraconscient, mais se dit, il y a eu quelque chose qui n'a pas joué. Et ça prend beaucoup d'énergie et de courage de dire non, mais il faut mettre les choses à plat et revenir sur ce qui s'est passé. Alors que là, existe cette tentation de dire il faut tourner la page et aller de l'avant, sauf que, c'est tout le sens aussi pour moi d'avoir écrit ce livre, c'est que si on comprend ce qui s'est passé, on comprend qui détient réellement le pouvoir et les intentions qui les animent, et donc les prochaines étapes qu'ils sont en train de mettre en œuvre se laissent totalement comprendre. Alors que si on ne fait pas ce travail, on se dit ils ont fait de leur mieux, ils sont pas très doués, ils sont un peu cons, mais c'est pas de leur faute, et on s'expose au fait de nouveau mener en bateau. On va parler de tout ça, parce que ce qui est important, c'est qui détient le pouvoir. C'est sur eux qu'il faut mettre, je pense, la lumière, parce que, évidemment, personne ça n'en parle. Mais avant ça, on va faire le tour de table. Alors, évidemment, la sublime, la magnifique Stéphanie Reynaud, journaliste, Tribune Libre. Elle est là. Ouais, j'en ai encore. Elle illumine de sa beauté. J'essaye. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et là, on dirait que tu joues dans Dallas, là. Ah bah oui, là, c'est un univers impitoyable. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que nous avons vécu ces derniers temps, un univers impitoyable. Comment vas-tu, chère Stéphanie? Je vais très bien et je suis ravie de me retrouver au milieu de ces hommes magnifiques. Oh là là. 4. Comment elle est gentille. 5 avec le réalisateur et 6 avec l'assistant réalisateur. D'accord. Il y a une jeune femme aussi avec nous. Voilà. Non, cette jeune femme, elle est maquée avec un trogneux, donc je ne suis pas sûr de son genre. Je ne dirai rien. Montrez-la. Non, je veux pas. Vas-y, alors que dire? C'est très intéressant de revenir sur cette expérience qui est quand même, je n'aurais jamais pensé vivre de ma vie une véritable expérience de 1000 grammes doublée d'une expérience de H en direct. Clairement. Dans ma vie, pour de vrai, et qui a été menée, je crois, en simultané dans 65 pays occidentaux. Merci à toi, chère Stéphanie. Je vais présenter maintenant notre ami Marc Daoud, journaliste Nexus, l'excellent Nexus. Voilà, il est là, vers une dictature sanitaire mondiale. Un excellent dossier, je l'ai lu, je sais pas, de A à Z. Excellent dossier, vraiment. Merci. Bravo à la rédaction. Hein. Merci Mike, bravo à la rédaction et aux journalistes qui ont participé à ce dossier qui est énorme et qui montre que les mêmes méthodes continuent et s'appliquent sur d'autres sujets. On a vécu avec le Covid, ils ont tenté il y a plus de 10 ans avec le H1N1, cette fois-ci avec le traité pandémie. Donc pour essayer de contraindre les politiques sanitaires mondiales, faire très attention, être vigilant. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'accord de tous les États membres, mais ils préparent la gouvernance mondiale de la santé avec le numérique. Et c'est là où toute l'infrastructure numérique va prendre son sens et il va falloir être très vigilant
le pass sanitaire mondial, certificat européen qui a été signé d'ailleurs, on en reparlera après, entre la commissaire européenne à la santé il y a un an et l'OMS. L'OMS qui veut nous imposer le One Health, une seule santé pour toute la planète. Bon, on va parler de tout ça, cher Marc. Et à ta droite, Jean-Maxime Corneille, dont j'ai appris dans l'ascenseur qu'il était descendant du vrai Corneille. Alors j'apprends tellement de choses. À chaque fois, j'apprends un truc avec toi. Analyste, géostratégie, tout ça. Wow. Je ne vais pas le redire 150 fois. Et puis le petit, et bien sûr, il a son petit secret, voilà, que j'ai appris hier seulement, que voilà, il est l'auteur de ce livre État profond et guerre civile. Mais c'est pas vrai, on l'avait annoncé dans une de nos émissions. Il faut demander à la Vox Populi. Bon, le problème, c'est que peut-être que je t'écoute pas assez alors. Ça fait trop parler. De toute façon, je sais que je suis attendu au tournant justement pour les fautes de français quand on s'appelle Corneille, mais c'est une blague. On en a plaisanté la dernière fois dans l'émission avec Thierry, avec Laurent Firode et également ton camarade acteur Thomas Séraphine. Et donc, ce qui est hyper intéressant là par rapport à ce dont on parle concernant l'expérience de Milgram, au risque de me répéter, en ayant un arrière-plan justement, connaissant un peu le monde, enfin l'époque, la génération de la révolution bolchevique, le nazisme, ce qui en était la réalité. Je disais à mes élèves quand j'étais prof d'allemand, on ne vous explique pas comment cette histoire-là, cette double histoire-là a été possible, parce qu'il n'y aurait pas eu l'un sans l'autre, pour nous ressortir les mêmes mécanismes une troisième fois. Ah mais non, je comprends maintenant. Alors, il y a un truc que je comprends. Je comprends pourquoi en France on parle si mal allemand, parce que les profs d'allemand t'apprennent pas l'allemand, mais t'apprennent l'histoire de l'Allemagne. D'accord, ok. Ça, c'est vrai. Donc tu t'es un peu trompé de cours, quoi. En fait. Pas du tout, mais pour faire passer la grammaire allemande, je donnais une vision du monde à mes élèves, et c'est pour ça que les élèves m'adoraient, sauf les grandeurs, mais c'est pas grave. J'ai d'ailleurs même gardé une dream team de mes meilleurs élèves. Il y a eu des phénomènes à la Cercle des poètes disparus. Je te remercie, cher Jean-Maxime. Donc voilà, la question, moi je pense que la question elle est centrale, mais vraiment, c'est qui détient ce pouvoir ? Voilà, c'est ça la question en fait. Pouvoir politique, sanitaire mais visiblement, le pouvoir sanitaire passera au-dessus du pouvoir politique. Oui, mais ça, c'est toute l'entourloupe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus puissant que de faire croire aux gens qu'ils sont en danger. Et d'ailleurs, toute l'Allemagne nazie a passé toutes ces lois progressivement, toujours au motif « für ihre Sicherheit », pour votre sécurité. Et c'est ça qui permet de faire tout gober aux gens. Nous-mêmes, en Occident, on est dans une expérience de Milgram à grande échelle, probablement depuis l'assassinat des frères Kennedy ou même avant, et dont on a vu toutes les étapes, les plans Vigipirate. J'ai essayé d'aller visiter le musée du Moyen-Âge dans le 6e arrondissement. Il fallait passer un portique de sécurité, comme dans les aéroports. Je veux dire, c'est juste hallucinant, comme ça s'est banalisé, cette logique sécuritaire. Évidemment qu'il n'y a rien de plus puissant que de dire l'ennemi est là, il rôde, il peut vous tuer n'importe quand, et n'importe lequel des gens que vous aimez peut vous le transmettre d'une manière qui vous conduira à mourir dans d'atroces souffrances. Vous n'avez pas d'autre choix que de nous faire confiance, parce que nous savons ce dont nous parlons et nous allons vous protéger. Donc on voit bien effectivement que c'est le levier qui est agi, et merci à Marc d'avoir rappelé le traité pandémie de l'OMS. Alors ils sont en train de passer par le règlement sanitaire international pour contourner l'obstacle des pays qui se disent quand même c'est un peu gros leur histoire. Et puis alors si on se penche sur le domaine de la santé qui est utilisé, il y a ce tandem totalement démoniaque à sa tête. Politico et Die Welt, qui sont quand même pas des médias complotistes, se sont posé la question, mais bon sang, qui a décidé de la politique mondiale de gestion du Covid ? Et au bout de leur enquête, sur qui sont-ils tombés ? Sur M. Bill Gates. Est-ce que M. Bill Gates est un grand scientifique ? Est-ce que c'est un épidémiologiste ? Est-ce que c'est quelqu'un d'élu ? Est-ce que c'est quelqu'un à qui on a confié des responsabilités ? Non. Par contre, il y a une histoire que la plupart des gens ignorent, c'est qu'en l'an 2000, alors qu'il était déjà à la tête de Microsoft avec une fortune phénoménale et une très mauvaise réputation, comme beaucoup de gens de son espèce, parce que c'est quand même des prédateurs sans foi ni loi, il a cherché les moyens de blanchir sa réputation et il a repris le modèle mis au point par les Rockefeller, qui est, alors eux, ils avaient fait tirer sur des grévistes, donc c'était un peu compliqué, et ils ont engagé des conseillers en communication qui disent, mais faites de la philanthropie. Ça va vous racheter une réputation. Et puis une philanthropie un peu particulière, parce que c'est une philanthropie dont le retour sur investissement est phénoménal. Donc Gates l'a dit ouvertement, chaque dollar qu'il dépense pour la santé du monde, il engrange au moins 25 ou 40 dollars en retour, parce qu'il a infiltré toute l'industrie pharmaceutique, il produit les vaccins dans des usines. Donc en fait, c'est un business absolument monstrueux, et pour s'engager dans cette démarche de rachat de réputation, il s'est adressé à Anthony Fauci,
qui est depuis le tsar de la santé américaine depuis 45 ans, un type abominable. Je veux dire, il a fait des expériences sur des enfants et des animaux qui sont vraiment de l'ordre de ce qu'on a connu de pire dans l'histoire de l'humanité. Ça l'a pas empêché de trôner sur la santé américaine. Et ils ont fait un deal, encore c'est connu, hein, je n'invente rien, en l'an 2000, où Gates mettait son argent et son influence à disposition, Fauci ouvrait tous les cénacles de la santé mondiale, et en fait, ils ont fait une prise d'otage sur la santé mondiale, et on a vu à quel point ça a fonctionné. Mais la crise sanitaire a été aussi un autre révélateur de ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire nous les gens, le peuple en général, c'est-à-dire que malgré qu'on ait été abreuvé par l'éducation nationale sur des questions de collaboration, de machin comme ça, d'être des juges, des résistants et tout, en réalité, beaucoup d'entre nous, enfin quand je dis nous, bon, c'est-à-dire bon, bah, des gens lambda quoi, en général, quoi. Bon, c'est pas un nous spécialement. Eh ben, je remarque beaucoup ont collaboré avec l'État. Moi, je vais donner un exemple. J'ai un ami qui avait un restaurant, celle où on avait fait la soirée dans le 18. Des 100 000 abonnés Twitter. Il l'a jamais fermé. Il n'a jamais fermé parce qu'il est un vrai, pour le coup, un vrai anarchiste. Eh ben, les gens appelaient les commissariats. Enfin, je veux dire, il y a eu, on est revenu à cette forme de collaboration avec l'État, quoi. Enfin, c'est ça le révélateur aussi. Oui, mais on n'a pas changé. Effectivement, et il faut le voir sous deux angles, à mon avis. D'un côté, ce que mon préopinant a dit, c'est-à-dire que si on avait vraiment tiré les leçons des dérives totalitaires, elles ne se répéteraient pas, et c'est vrai qu'il ne suffit pas de glapir plus jamais ça à chaque fois, mais d'un autre côté, il faut comprendre que c'est une continuité avec un ensemble de processus connus. Et au fond, quand vous faites croire aux gens qui sont en danger de mort, que vous identifiez le danger d'une manière fausse, parce qu'en l'occurrence, le SARS-CoV-2, il n'était pas bien méchant comme virus respiratoire, mais que vous le désignez comme la cible, et qu'après vous associez tous les gens qui essayent de faire savoir ce qu'il en est à des complices du virus qui sont des assassins en puissance, et c'est des mots qu'on a entendus sur les plateaux télé, à ce moment-là, tout le stress de la population se détourne contre les dissidents ou les opposants. Alors ça, c'est ce qu'on trouve bien sûr dans tous les systèmes totalitaires, mais c'est même le jeu banal de la démocratie. Il n'y a qu'à voir maintenant, les Français sont en train de s'étriper entre l'extrême gauche et l'extrême droite, alors que le vrai globalo-fascisme qui est en train de coloniser nos pays et de nous asservir passe par tous les partis qui ne sont ni de l'extrême droite ni de l'extrême gauche. Enfin, le Front National, il est quand même totalement dans la ligne, il n'est pas différent des autres, fondamentalement. Donc vous voyez, on crée des faux conflits, on crée des ennemis d'une manière totalement prévisible. Puis je rends hommage à Nexus, parce qu'ils ont quand même publié des dossiers sur le complotisme, en disant, mais regardez, on est en train de tout préparer pour pouvoir désigner à la vindicte populaire des gens qui seront juste pas d'accord avec des choses absurdes. Vous avez fait tout un dossier sur l'obsession vaccinale mondiale en disant, ils sont en train de préparer des campagnes de vaccination mondiale des années avant la crise du Covid. Donc tout était déjà latent, mais tant que les journalistes ne font pas leur boulot, tant que les politiques ne s'intéressent pas aux vraies questions, le peuple, il est comme dans un film, et puis il suit le courant du vent au gré des manipulations qu'il subit. Et c'est ça, effectivement, qui est très préoccupant. C'est comment tout esprit critique intelligent a-t-il pu être éteint aussi vite ? Et là, moi j'ai souvenir, j'ai participé à un raout de l'Université de Genève en 2018. La ministre de l'Éducation a parlé de l'expérience de Milgram et comment les universités étaient essentielles pour empêcher la soumission à l'autorité. Une année et demie après, ils généraient eux-mêmes une énorme expérience de Milgram. Et je viens de voir que l'Université de Genève mène une enquête sur les anti-intellectuels sur les réseaux sociaux, ceux qui remettent en question ce que disait Anthony Fauci. Anthony Fauci qui n'a cessé de mentir, de manipuler, de conspirer depuis le début. Et donc les universitaires aujourd'hui se disent c'est ça le problème. Donc c'est effectivement cette intoxication à grande échelle qui est fascinante et c'est aussi ce qui m'a donné envie d'aller au fond des choses. Mais ça a aussi montré comment les médias travaillaient sur la propagande, comment les politiques étaient complices, comment même le milieu scientifique était complice de tout ça. Parce qu'on a l'image du médecin ou du chercheur blouse blanche qui est là pour ses idéaux et tout. Alors qu'en réalité, on est loin de ça en fait. Ouais. Alors on a un problème, c'est que l'écosystème aujourd'hui, mais c'est vrai dans tous les cercles de la société, est régi par la corruption.
Alors d'ailleurs, les Africains nous le rappellent. Ils nous disent, vous êtes bien gentils de venir nous parler de notre problème de corruption, mais vous ferez peut-être bien de regarder chez vous. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tous les grands systèmes sociaux et économiques sont profondément corrompus. Mais c'est une corruption systémique. Ça ne veut pas dire que tous les gens sont individuellement compromis ou pourris, mais si vous n'allez pas dans le sens du courant, et notamment si vous osez poser les bonnes critiques, vous êtes sûr de vous faire ostraciser et de perdre vos positions. Donc tout le monde joue le jeu en ayant l'impression que ça n'est pas si grave que ça. Donc ça, c'est un énorme problème. Et puis après, il y a eu une instrumentalisation. Alors je suis désolé d'entrer un peu dans la mécanique, mais je crois qu'en même temps, c'est important. Ah oui, c'est très important. Parce qu'on a pu voir qu'il y a eu une complicité au pire d'un ensemble de groupes sociaux. Quand les médecins ont dit « on va surtout pas soigner les gens », quand il y a eu des équipes qui ont été dans les EHPAD achever les gens à coups de Rivotril, alors que si on les avait soignés, ils auraient pu s'en remettre, mais même si on ne les avait pas achevés, ils auraient conservé une possibilité de s'en remettre. Quand on a infligé le masque et la distance et la culpabilisation aux enfants, on a fait quelque chose de profondément violent et même criminel à bien des égards. Mais après, les médecins ont participé, les enseignants ont participé, les journalistes ont participé, les assistants sociaux ont participé, et quand vous mouillez tout le monde dans des crimes, ça crée une loyauté et une impossibilité de penser contre. Et c'est comme ça, en fait, que les mafias prennent les jeunes tueurs, des gens un peu innocents, jeunes chiens fous, ils s'y attendent pas du tout, et on les fait participer à un crime de sang. Et là, ils sont pris, ils sont happés par la machine. Et en fait, on voit bien aujourd'hui, alors même que toutes les données sont sur la table, que ces groupes sociaux dont je parle n'osent pas franchir le pas de se dire « mais bon sang, à quoi avons-nous participé ?» Parce que le jour où ils ouvrent les yeux, ça devient terrible pour eux. Ils ont participé au pire. Au pire. Vous avez des témoignages de gens comme ça, peut-être, qui vous disent, peut-être de jeunes médecins qui disent ouais, à quoi j'ai participé Non, ce que j'ai eu depuis le début, parce que je suis un des seuls à avoir osé ouvrir ma gueule, alors à la fois ça m'a donné pas mal de visibilité et puis des attaques un peu incessantes, mais depuis le début j'ai reçu littéralement des milliers de messages de médecins, de professeurs, de responsables qui disaient mais on est totalement d'accord avec vous. Et merci de le faire, mais moi je peux pas, j'ai mes enfants qui sont à l'école, j'ai pas fini de payer les traites de la maison, je sais que si j'ose aller contre, je vais me faire démolir, et voilà, je peux juste pas prendre ce risque. Mais donc, depuis le début de l'affaire, cette espèce d'écrasement, de rouleau compresseur de la conformité a été tout à fait visible. Et puis je dirais qu'il y a, Dieu merci, un certain nombre de professionnels qui ont réussi à rester intègres, mais avec un prix énorme à payer. Et puis aujourd'hui, il y a effectivement quand même beaucoup de gens qui ouvrent les yeux. Il suffit de voir le succès des dernières campagnes d'injection génique expérimentale. Les gens ne se précipitent pas pour se faire injecter une 8e ou une 10e fois. Moi, je pense que les injections, c'est une chose. Et on sait ce qu'il en est, mais je pense que c'est pas ça, en fait, la clé du problème. Pour moi, la clé du problème, c'est ce qu'avait dit Marc, c'est-à-dire, est-ce que derrière ça, on bascule sur une autre société ? C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, le truc, c'est que, est-ce qu'on nous a imposé un narratif pour basculer vers une société de contrôle, de passe, de numérique, de tyrannie ? Alors, dans les derniers chapitres du livre, et de nouveau, moi je suis un ethnographe, je ne produis pas de connaissances, mais je vais chercher la connaissance là où on la trouve. Et en fait, par rapport à la hantise que nous aurions tous, est-ce que nous faisons face à un coup d'État planétaire ? Est-ce que nous sommes est-ce qu'il y aurait une fin envisageable à l'État de droit ? La conclusion à laquelle j'arrive à partir des meilleures analyses, c'est que le coup d'État a déjà eu lieu. Donc votre crainte, en fait, elle est presque rhétorique. Célébrons la libération aujourd'hui de Julian Assange. Mais qu'a-t-il dit ? Il a dit ça fait 50 ans que les guerres de l'Occident sont possibles parce qu'on ment massivement à la population et que les médias ne disent pas la vérité. Pourquoi est-ce qu'il est tombé, Julian Assange ? Pas seulement parce qu'il a révélé les crimes de guerre états-uniens, mais parce qu'il a montré que les États-Unis avaient créé ISIS. C'est ça qui l'a fait tomber. C'est que tout d'un coup, il a mis en lumière que le théâtre dans lequel nous sommes tous et auquel nous avons cru, les terroristes ont attaqué les tours, Saddam Hussein, ceci, cela, n'était qu'une fiction et que rien de tout cela n'était vrai. Et c'est ça le vertige. On est au bord de ce vertige. Parce qu'en fait,
ce qui apparaît, c'est beaucoup plus grand qu'il y a une dérive en cours qui risque d'arriver à un coup d'État. C'est que ça fait longtemps que nous ne vivons plus dans des démocraties, ça fait longtemps que nous sommes dans des formes de totalitarisme, mais avec cette illusion nourrie, vous connaissez l'expression de Zbigniew Brzezinski, le tititainment, c'est-à-dire qu'on nous tend un sein qui vient nous donner du divertissement, de la réassurance, des choses qui nous font dire « Non, mais la vie est belle en Occident, c'est nous le camp de la liberté et de la démocratie. » Mais ça fait juste longtemps que ça n'est plus vrai. Ben, oui, ça c'est sûr. Mais moi, je veux dire, quand je parle de ce numérique, je parle du pass. Parce que il faut toujours rester avec ceux qui ne pensent pas forcément comme nous. Voilà. Et donc, quand je leur parle, personne ne voit rien à redire. Les gens se disent, oui, mais tu comprends, le numérique, c'est la modernité. Oui. Alors avant, par exemple, vous pouvez acheter pour je ne sais combien en espèces. Aujourd'hui, bon, bah, c'est fini. Mais les gens trouvent normal. Oui. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Et en fait, un autre thème qui me fascine, c'est qu'au fond, beaucoup de choses qui sont avancées actuellement, si elles étaient avancées par des gens honnêtes, qui produisaient les sécurités nécessaires pour que les systèmes ne deviennent pas perverses, pourraient être très bonnes. Une ville de 15 minutes, où je trouve à 15 minutes de chez moi tout ce dont j'ai besoin, sans avoir besoin d'aller dans des grandes banlieues industrielles, dans des hangars, c'est une bonne idée. Le fait de réduire une empreinte de pollution, c'est une bonne idée. Le fait de pouvoir payer avec un smartphone, c'est une bonne idée. Mais ce que les gens ne mesurent pas, c'est la réalité de ceux qui instaurent ces systèmes et la réalité des intentions qui sont les leurs. Et dès lors qu'on sait que tout ce qu'on fait à n'importe quel moment est stocké dans une mémoire éternelle, qu'à partir de là, il y a un profiling de chaque individu, à la fois pour orienter ses choix de consommation à travers la publicité, mais ça va infiniment plus loin. Et vous savez comme moi, Mike, que dans cette affaire, on est tous profilés individuellement, que les algorithmes décident quelles sont les informations auxquelles nous avons accès dans nos bulles informationnelles, et après, c'est hyper facile, soit d'enfermer les gens dans des illusions, soit même de les transformer en armes, parce qu'ils nous connaissent tellement bien qu'ils savent ce qui va nous faire réagir à quel moment, et qu'avec suffisamment de stimulation, ça peut nous faire déraper dans une direction voulue. Et donc, malheureusement, il y a un machiavélisme et quelque chose de démoniaque. Vous vous souvenez que le slogan de départ de Google, qui est une création de la CIA, c'est la CIA qui a fait le moteur de recherche et qui l'a donné aux entrepreneurs qui sont devenus CEO de Google. Google Maps, c'est les systèmes satellites de la CIA. Et Google, aujourd'hui, est un grand râteau qui ramène à l'état profond et à la NSA toutes les informations sur tout le monde. Leur premier slogan était « Don't be evil ». Ne soyez pas démoniaque. Tellement les instruments que vous avez entre les mains sont puissants. Et ce sur quoi on ouvre les yeux aujourd'hui, c'est que nos États sont démoniaques, ils ont des logiques démoniaques à leur tête, et que, en faisant confiance à ce monde-là, on nourrit le monstre. Merci, cher Jean-Dominique Michel. On va passer au grand débat avec tous nos amis autour de la table, mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.